Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. La question de la subjectivité se trouve à cheval sur deux disciplines connexes. L'essai philosophique, qui s'attache à signifier le sujet, et la littérature, d'où la fonction du romancier, qui n'est pas de discourir sur la subjectivité mais de la rendre présente. En optant pour ce choix, l'étude de la subjectivité, nous estimons que si toute vérité s'enracine dans l'expérience vécue, la subjectivité est le seul domaine dont il soit raisonnable et légitime de parler. Cependant, autant la pensée philosophique est élaborée à partir des valeurs des sociétés qui la créent, autant la littérature est le reflet de différents contextes sociaux. Dans cette optique, le choix d'une étude sur la question de la subjectivité dans l'écriture diasporique des Noirs tiendra compte de la diversité de cette diaspora. Le Noir ayant connu la particularité d'une histoire et d'une expérience existentiellement déshumanisante, la question corporelle est en jeu dans l'expression et la représentation de sa subjectivité. Lorsque les discours dominants choisirent de définir le corps du Noir en fonction de leur vision stéréotypée du monde, il s'ensuivit un processus de marginalisation raciale et d'exclusion de classe. Ce double processus s'accompagna de l'instauration d'une grille de lecture idéologique, visant à évaluer négativement l'autre dans ses attributs identitaires. Nous montrerons dans le premier chapitre, en nous référant au contexte de l'esclavage et de la colonisation, que cet état de fait donne lieu à une dialectique du dominant et du dominé. Cette étude veut combler les lacunes des textes d'expression française aux motivations identitaires divergentes à propos de la subjectivité. Notre corpus est constitué de 4 textes d'auteurs de la diaspora noire, à savoir Moi, Tituba, sorcière, et En attendant la montée des eaux de Maryse Condé, Vers cassé d'Alain Mabankou et Le totem des Barandas de Melchior Mbonimpa. Par diaspora, nous entendons le résultat des migrations forcées et volontaires des ressortissants des peuples d'ascendance africaine. Ils ont en commun l'Afrique comme lieu d'origine, des expériences toujours complexes et non unifiées de l'esclavage, de la colonisation, de l'adaptation, de l'inévitabilité du métissage, ainsi que l'idée toujours importante d'un possible retour aux sources. Nous tiendrons compte de la diversité inhérente à cette diaspora qu'on pourrait ramener aux 3 catégories qui ont inspiré le choix des auteurs et des ouvrages. 1. Les descendants des déportés lors de la traite atlantique des esclaves noirs. 2. Les Africains qui ont récemment fui les diverses conditions de marginalisation dans leur pays d'origine. Et 3. Les immigrants volontaires. Les ouvrages et les auteurs choisis reflèteront cette diversité et contribueront à cerner les modalités diverses du sujet de notre recherche. Le choix de ces textes se justifie par le fait qu'ils soutiennent notre hypothèse. Ce qui revient à dire que le corpus représente les différentes étapes du développement de la subjectivité de la diaspora noire, telle qu'elle se laisse saisir dans la littérature. Nous adoptons une double définition de la subjectivité. Elle se saisit d'abord comme conscience et expérience individuelle et collective, mais aussi selon Merleau-Ponty comme le particulier par rapport à l'universel. Nous recourons à ces axes définitionnels de la subjectivité pour explorer les thèmes de la subjectivité et de la dispersion, en rapport avec la diaspora noire francophone. Cette diaspora fait face à l'imposition de la langue et des valeurs culturelles françaises perçues comme supérieures aux valeurs et aux langues traditionnelles caribéennes et africaines. Le rapport problématique des auteurs à ces langues et à la langue française est présent à des degrés divers et de manière différente dans chacun des ouvrages à l'étude. Si les 4 romans représentent chacun l'évolution de la subjectivité noire, l'œuvre romanesque de la Guadeloupéenne Maryse Condé incarne de façon particulière l'évolution collective de la subjectivité noire. Elle retrace le parcours historique du sujet africain dans le continent mère, et l'affirmation de la personnalité culturelle négro-africaine dans la condition d'esclave, la diversité des résistances dans le système esclavagiste, ainsi que l'expérience de la créolisation et de la mondialisation. C'est le cas de son œuvre Moi, Tituba, sorcière, et de En attendant la montée des eaux. Les parcours identitaires de Condé, Mabankou et Mbonimpa sont manifestes dans leurs œuvres qui abordent des problématiques socioculturelles et historiques, et qui éclaire de façon décisive la question de la subjectivité. Le rapport entre Moi, Tituba, sorcière, et Le totem des Barandas est facile à établir. Le rapprochement entre ces deux œuvres repose sur la référence historique
et le fondement socioculturel. Les deux romans ont la forme du récit historique, en même temps qu'ils s'énoncent à partir de l'expérience culturelle de la Guadeloupe et de l'Afrique interlaïcustre. Par ailleurs, leurs deux auteurs laissent entrevoir le devoir de l'écrivain de rendre justice à ses origines et d'assurer la survivance de la mémoire en la réhabilitant. C'est dans ce sens qu'après avoir constaté l'ignorance de l'histoire, même en milieu universitaire, Maryse Condé se résout à corriger cette lacune en tentant d'effacer une bifure de l'histoire. On retrouve le même souci de correction dans le Totem des Baranda de Melchior Mbonimpa, qui s'inscrit dans le projet d'informer le public et de sécuriser l'avenir des générations futures, par la mission de conscientisation propre à la double nature épique et historique du texte. De par leur fonction sociale d'universitaires et d'écrivains, les deux auteurs participent ainsi à l'éveil historique des consciences en s'imposant comme garants de la mémoire collective. Si leurs imaginaires diffèrent sur bien des points, leur écriture présente néanmoins des analogies, puisque les deux romans circonscrivent un double espace socio-discursif où leurs personnages font la dure expérience de la domination et de la marginalisation que les deux écrivains dénoncent dans leur fiction. En attendant la montée des eaux et Vercassé met aussi en évidence une expérience de la marginalisation, cette fois dans le contexte contemporain de la mondialisation. Dans cette temporalité, la négociation du vécu dépend nécessairement des conditions sociales et économiques qui déterminent le milieu dans lequel le sujet évolue. Là où le sujet diasporique de Vercassé ne trouve que l'aliénation de son milieu d'origine congolais, et l'assimilation comme choix absolu pour s'intégrer en France, celui d'eux en attendant la montée des eaux fait le choix conscient de se désaffilier ou de s'affilier à des discours dominants qui tendent à inhiber son éthique de vie. On remarque dans l'univers des romans de la diaspora, une tension dialectique entre l'imaginaire caribéen ou africain et l'imaginaire occidental. Situé au carrefour d'histoires et de traditions diverses, le sujet diasporique est transnational. Il émerge de la négociation entre deux ou plusieurs espaces et expériences culturelles. Aussi, la subjectivité diasporique exprime le statut dynamique d'un soi flexible. En effet, les mouvements spatio-temporels de son vécu font de lui le produit de plusieurs rencontres. Non seulement ce vécu recèle une pluralité de mémoires, mais il est aussi engagé dans une perpétuelle relation conflictuelle dans les espaces multiples qu'il traverse. Au cours de son aventure, il doit constamment négocier son passage entre sa propre historicité et les règles de vie des milieux qu'il fréquente, entre son passé et le présent de l'espace étranger, ou encore entre son identité personnelle et les habitus de la collectivité nouvelle. On comprend donc que l'écriture diasporique s'instaure dans un espace fertile. Son caractère fécond se traduit par sa potentialité à générer un savoir nouveau, parce qu'elle est née d'une situation d'hybridité et d'aliénation. Première partie, subjectivité, diaspora, littérature. Chapitre 1 pour une subjectivité du noir, définition, émergence et évolution. Il est crucial, dans un premier temps, d'esquisser une élaboration théorique de la problématique de la subjectivité sous ses aspects les plus pertinents, en mettant en perspective les conditions d'émergence de la subjectivité noire. À la subjectivité du noir, définition et évolution du concept. Notre démarche consistera à exposer les circonstances qui ont provoqué l'émergence de la subjectivité noire, en réaction à une longue oppression déshumanisante, instituée par l'occidental dont la subjectivité était dite universelle. L'idée de subjectivité est vaste car, comme l'observe Michel Henry, la critique du sujet a revêtu différentes formes auxquelles on peut chaque fois assigner une origine historique précise. Et comme le souligne Olivier Boulnois, il n'y a pas une généalogie du sujet mais des généalogies. Si le terme de subjectivité tire son origine étymologique du latin médiéval subjectum, qui veut dire ce qui est fondamental et qui demeure sous-jacent, il dérive plus directement de subjectif, terme qui était d'usage courant au Ve siècle. Il faisait alors référence à tout ce qui subsiste dans un sujet, nature ou pensée. On l'utilisait aussi déjà pour désigner ce qui a trait à nos sensations, en faisant référence à l'intériorité de l'être humain. D'où l'allusion à un retrait du monde. Dans la Grèce antique, l'intériorité humaine était déjà pour Platon le lieu de la quête de la vérité. Le concept de subjectivité s'est élaboré dans le temps par diverses études théoriques,
si bien qu'il n'y a pas de définition unique et partagée du sujet et de la subjectivité. La subjectivité entendue comme intériorité a été initiée par le philosophe Saint Augustin, et reprise tour à tour par d'autres philosophes, Blaise Pascal, Auguste Comte, Husserl et Frédéric Berland. Il est à signaler que Maine de Biran est le premier à utiliser le terme subjectivité en France. Bien avant lui, l'usage du mot subjectif ou subjective en allemand était courant avec Kant. Bien que, comme l'affirme Michel Henry, le développement de la pensée cartésienne bouleverse la révolution d'un mode de pensée occidental qui fait de l'homme européen ce qu'il est, soit le sujet moderne, Foucault fait remarquer que c'est Kant, avec sa position du sujet universel lié aux devoirs et aux obligations morales universelles, qui inaugure une autre ère de la tradition philosophique occidentale. Retenons l'aperçu que donne Claude Romano sur la subjectivité du point de vue philosophique, telle qu'elle s'est développée dans la modernité occidentale. L'histoire de la métaphysique moderne de la subjectivité va être celle des critiques adressées au sujet substance de Descartes. Il existe ici une continuité profonde entre la critique de la psychologie rationnelle de la critique de la raison pure 1781, de Kant, la thèse de Fichte selon laquelle le moi n'est pas une chose, sach, mais un agir, et le commencement de la philosophie non pas un fait, Tatsache, mais un acte, Tathandlung, et le projet hegelien des apostrophes. Appréhender et exprimer le vrai, non comme substance, mais précisément aussi comme sujet. Le trait commun de toutes ces entreprises, comme à celle de Husserl par la suite, pourrait se résumer ainsi. Accéder au sujet véritable, c'est à chaque fois désubstantialiser le sujet cartésien. La philosophie transcendantale évolue avec Edmund Husserl, dont l'idée de l'intentionnalité de la conscience, en tant qu'expérience consciente, inaugure le courant philosophique de la phénoménologie. Son élaboration du concept de subjectivité sera reprise dans la théorie de l'intersubjectivité de Hegel. Ce courant se déploie davantage avec Heidegger qui envisage la subjectivité dans le sens de l'être au monde, de l'être avec les autres, soit de la situation en contexte. Le concept de subjectivité évolue encore avec les écrivains et philosophes français, tels que Marcel Proust, qui mettent en perspective l'expérience du corps. Jean-Paul Sartre avec ses concepts de la structure de la conscience, du choix libre et de l'autre, inaugure sa philosophie de l'existentialisme. En élaborant davantage cette perspective de l'altérité, dans son ouvrage Le deuxième sexe 1949, Simone de Beauvoir analyse à partir de perspectives multiples, existentialistes, marxistes, historiques, anthropologiques, biologiques, psychanalytiques et littéraires, le rôle secondaire assigné à la femme par la société, et introduit les préludes du féminisme occidental contemporain. Une approche sociologique spécifiquement féministe de la subjectivité a été élaborée par la théoricienne féministe Sidonie Smith, dans son étude Subjectivity, Identity and the Body. À la suite de Terry Eagleton et de J. Ellis Miller, Sidonie Smith montre que le concept de subjectivité est passé par les péripéties des différents courants philosophiques et les conjonctures politiques et socio-économiques. Quant à la subjectivité occidentale, elle a accédé à un statut privilégié au début de la Renaissance et pendant le siècle des Lumières. C'est dans cette perspective socio-historique que l'analyse de Sidonie Smith cerne, de manière détaillée, la filiation de la notion de subjectivité en exposant les circonstances dans lesquelles cette dernière s'est imposée universellement comme notion ontologique de privilège pour l'homme blanc qui s'est longtemps institué comme le modèle impartial, le repère de sens, cautionné par un engagement épistémologique et un projet de totalisation de la raison cartésienne. Le lien philosophique est bien établi dans cette perception de la subjectivité occidentale, fondamentalement affiliée au credo humaniste de l'ego cartésien. Paradoxalement, lorsqu'elle se cantonne à la réflexion objective de la raison, la subjectivité occidentale ne prétend pas moins saisir l'unicité de tout sujet. Ceci parce qu'elle s'impose en même temps comme la référence impériale, se métamorphosant en objectivité et en impartialité, le moi assumant son statut de privilège comme l'origine du sens de la connaissance et de la vérité. La perspective féministe de Sidonie Smith souligne la connotation théorique qui va dans le sens attribué à la notion de sujet, qui s'entendrait alors comme la nature de toute notion du soi construite culturellement. B. L'architecte. Identité occidentale et subjectivité africaine. Quelles circonstances ont amené l'émergence de la subjectivité africaine,
pour qu'elle se soit exprimée en réaction contre la longue déshumanisation imposée par la subjectivité occidentale qui se prétendait universelle. Les marqueurs génétiques de la subjectivité s'élaboreront ici à partir du lien inextricable qu'elle entretient avec une longue tradition, née chez les Romains qui cultivaient une image dépréciative des Africains noirs, puis consolidée par un architecte dont découle le postulat de la supériorité blanche en Occident et de l'infériorité noire. Il importe de rappeler que grâce aux rapports d'expédition, aux récits de voyage des explorateurs et émissaires de l'expansionnisme européen qui avaient présenté un portrait dépréciatif des habitants des terres sur lesquelles ils accostaient, les Européens n'ont jamais tout à fait ignoré l'existence de l'Afrique, ou de l'Inde ou de la Chine. Non seulement ils avaient connaissance de l'existence d'autres cultures, mais aussi ils possédaient une vision mercantiliste puis capitaliste alimentée par la convoitise des richesses d'autrui. L'époque des récits de voyage était aussi celle où les Européens s'essayaient à définir leur propre identité, en se comparant aux autres. Dans son livre The Invention of Africa, Gnosis, Philosophy and the Order of Knowledge, 1988, Mudimbe entreprend une archéologie de l'ordre discursif entourant le système de pensée et les théories anthropologiques occidentales sur l'Afrique. Il appuie ses analyses sur les représentations picturales des Africains au XVe siècle, l'établissement d'un ordre épistémologique cristallisant le discours sur la hiérarchie des cultures et des races et sur l'entrée dans l'anthropologie du XIXe siècle des objets et symboles artistiques africains. Les premières peintures représentant des sujets africains étaient inspirées des journaux des émissaires décrivant leurs expériences au cours de leurs expéditions dans le Nouveau Monde. À la suite de l'analyse de Foucault des Méninas peinte par Velázquez, Mudimbe commente à son tour la tribu exotique de Hans Burgkmair peinte en 1508 dans le but d'illustrer le livre sur les voyages à l'étranger de Bartholomeus Springer, en créant une image des Noirs que le voyageur avait rencontrés en Guinée. Mudimbe suggère que ces tableaux montrent combien l'idée que ces peintres se faisaient des personnages qu'ils représentaient, sans modèle physique présent sous leurs yeux, était dictée par les normes blanches, une pratique courante entre les XVIe et XVIIe siècles où les artistes représentaient des blancs noircis. De ce fait, ce qui importait dans cette peinture serait l'évocation d'une célébration et d'un rappel du lien naturel reliant les êtres humains, et en même temps, une indication des différences raciales et culturelles. Cela devrait témoigner de la vérité des similitudes, des analogies, et même possiblement de la violence de l'antipathie. Comme le fait remarquer Mudimbe, il découlait de ces peintures des implications contradictoires dans la célébration et le rappel d'une ontologie commune, et de l'unicité des individus et de leur culture. D'un côté, on commémorait la similitude des races qui était pour cette époque, non seulement la solution biblique au problème des différences culturelles, mais d'un autre côté, ces images cachaient les signes d'un ordre épistémologique qui, silencieusement mais impérativement, indiquait le processus d'intégration et de différenciation des personnes dans une ressemblance normative. Il s'agissait de ramener l'altérité que représentait l'Africain à l'identité du même. Cette grille de représentation qui faisait du sujet africain l'objet du discours s'est consolidée avec le temps dans le but de mieux le subjuguer. On remarque ainsi un paradoxe émanant des idéaux sur lesquels reposait l'esprit des Lumières qui promouvait la liberté, l'égalité et la fraternité avant que ne soient déclarés les droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789. Malgré ces nobles idéaux et les peintures tendant à les représenter, le discours des Lumières véhiculait aussi des antivaleurs. Ainsi, malgré le fait d'affirmer que les hommes sont nés égaux, on s'interrogeait sur la place du sauvage dans la chaîne de l'être. Tout en faisant la promotion des droits de l'homme et de la conception d'une ontologie commune chez les êtres humains, le sujet occidental s'octroie le privilège de trancher sur l'humanité des autres ou tout simplement de la leur nier. Ainsi, de grands penseurs s'expliquent la sensibilité de l'Africain au moyen des qualificatifs de bon sauvage Rousseau, de primitif à l'état d'innocence et d'animalité Hegel, de singe, Voltaire, des enfants ou grands-enfants Hume et Thévenot, d'inférieurs aux blancs Thomas Jefferson, Cuvier et Darwin, ou encore de races dégénérées Johann Friedrich Blumenbach. C'est la création du mythe du primitif. Discours HE accent aigu GE accent aigu monique, classification, grille de lecture, cliché sur l'Africain. Selon Mudimbe, l'Africain est devenu non seulement l'autre qui est tout le monde excepté moi,
mais plutôt la clé qui dans ces différences anormales, spécifie l'identité du même. Les objets artistiques africains n'échappèrent pas à cet ordre d'altérité. Ils furent dévalués en raison du fait que pour ce peuple si peu éclairé, les arts sont peu de choses, mais ils furent aussi rangés, selon la grille de pensée et d'imagination occidentale dans laquelle l'altérité est une catégorie négative du même. Cette grille permet à Emmanuel Kant, à partir de sa hiérarchie esthétique, de statuer qu'il ne s'est jamais trouvé un seul noir pour produire quelque chose de grand dans les arts. Ainsi, s'inspirant des images exotiques représentant les Africains, Mudam décrit comment les rapports de l'expédition de J. Bruce en Éthiopie et de Mungo Park au Niger révélaient des caractéristiques déjà bien limitées et établies. Il remarque que la distinction entre nègres sauvages et mahométans civils et les commentaires sur l'indolence des Africains, leur passion sans retenue et leur cruauté ou retard mental étaient déjà présentes, si bien que les rapports d'expédition établissaient seulement une très concrète et très vive représentation de ce que les peintures et les théories du progrès avaient postulé depuis la période baroque. Dans cette perspective, Mudam montre qu'il n'y avait rien de nouveau à part le fait que le discours sur les sauvages est pour la première fois un discours dans lequel un pouvoir politique explicite présume l'autorité d'une connaissance scientifique et vice-versa. Il est clair que cet ordre épistémologique s'est consolidé progressivement dès le XVIe siècle, au moyen de la variété des discours qui proclamaient l'infériorité de l'Africain et s'ancraient dans une philosophie de la marginalisation s'appuyant sur les premiers modèles naturalistes de classification zoologique. Ces prémices faisaient partie des séries d'opposition et des niveaux de classification des humains requises par la logique de la chaîne des êtres, et les étapes du progrès et du développement social, avec comme résultat la réification irréductible de l'Africain à partir d'une anthropologie créée sur le modèle zoologique. Du point de vue de la subjectivité européenne, l'être africain, sa culture, ses symboles, bref sa civilisation furent rangés au bas de l'échelle. L'analyse féministe de Sidonie Smith rejoint celle de Mudam dans son archéologie du système de marginalisation des autres subjectivités. Smith fait remarquer que la notion de subjectivité s'est consolidée en notion de privilège au XVe siècle, pour nier à tout être et culture autre qu'occidentale sa subjectivité, rendant ainsi la sienne universelle. Dans son rapport assez semblable, le sujet européen a instauré une hiérarchisation conceptualisée téléologiquement. En inférant ainsi la supériorité de la culture occidentale vis-à-vis des autres cultures, Mudam remarque qu'on établit une consolidation d'identité essentialisée des autres en tant que ville. Dans cette perspective, la garantie de la sécurisation de l'universalité de la subjectivité occidentale passe à travers les diverses délimitations posées par des pratiques culturelles qui ont créé une grille de valeurs que Sidonie Smith caractérise de classification scrupuleuse. Celles-ci font que l'expulsé au travers de cette classification devient l'abject de la société, un geste culturel qui s'installe soi-même psychologiquement dans les identifications de fondement du sujet universel. Par conséquent, il est clair que le statut de sujet universel s'octroie le pouvoir d'instituer des vérités infaillibles sur la classification d'identité des autres tels que sauvages, primitifs et barbares. Chapitre 2 – Situer la diaspora. À étymologie et définition. Le mot diaspora est forgé à partir du grec diasperen, lui-même composé du verbe speren signifiant disperser et éparpiller, et de dia qui signifie à travers. Jusqu'à présent la plus ancienne utilisation scripturale, dans les deux sens de ce terme, remonte au livre biblique du Deutéronome 28/25, où l'on retrouve le récit de la condamnation à la dispersion du peuple juif de sa terre d'origine. Dans d'autres récits bibliques se répète plus ou moins le contexte de cette histoire, et on y retrouve le désir et la promesse du peuple juif de retourner vers la terre d'origine. Dès lors, le concept de diaspora a été repris pour définir les vagues de communautés forcées à l'exil ou à émigrer de leur terre d'origine pour s'installer sur des terres de refuge ou d'accueil où elles n'étaient ni majoritaires ni dominantes. Souvent, ces communautés gardaient des liens avec leur lieu d'origine. Dans le cas de la diaspora noire, une telle définition correspond surtout au déracinement et aux déportations massives et forcées de 11 à 15 millions d'esclaves africains, entre 1492 et 1867, de la côte occidentale de l'Afrique jusqu'aux Amériques et aux Caraïbes, puis à la fin du XXe siècle,
aux différents flux migratoires vers les pays industrialisés ont occasionné les diverses dynamiques politiques, socio-économiques et environnementales sévissant sur le continent. C'est dans ce sens que l'Union africaine a tenu à définir la diaspora comme suit. We recommend that the definition of African diaspora refer to the geographic dispersal of people whose ancestors, within historical memory, originally came from Africa, but who are currently domiciled or claim residence or citizenship outside the continent of Africa. This definition recognizes both dispersal and subsequent reconstitution of African diaspora identities in new locations, are equally important elements. Therefore, such people are committed to the advancement of continental African and diaspora communities worldwide. L'usage du terme diaspora africaine daterait déjà de 1965 lors du International Congress of African Historians ayant eu lieu en Tanzanie. On retrouve aussi l'utilisation du terme diaspora en langue française par rapport aux Noirs des Amériques chez Roger Bastide dans son livre Amérique noire, les civilisations africaines dans le Nouveau Monde. Il emploie la notion de double diaspora, comme celle des traits culturels africains qui transcendent les ethnies, et celle des hommes de couleur qui, eux, peuvent avoir perdu leurs héritages africains à force de mélange. À l'instar de Roger Bastide, dans son livre Global Dimension of the African Diaspora, Joseph E. Harris reprend cette idée de diaspora exclusivement en tant qu'extension de l'héritage africain, dans la perspective de continuité entre les communautés africaines et les communautés nègres. B. Panorama historique et évolution du concept. Selon les recherches récentes d'André-Baptiste Fitzroy, il est possible de donner une date précise qui marquerait la présence d'une diaspora africaine avant l'esclavage du milieu du XVe siècle. Two other diaspora of Africans, largely forced, preceded the one across the Atlantic by nearly 1 millennium. First, there was the diaspora across the Sahara Desert to islands in the Mediterranean Sea and to southern and central Europe, from the early years of the Common Era to about 1600 CE. Second, there was a diaspora east of Suez Canal, the Red Sea and the coast of East Africa to today's Yemen, Saudi Arabia, Iraq, Iran, the Persian Gulf, Afghanistan, Pakistan, India, Sri Lanka, Indonesia, and even China in the same period as the Trans-Saharan diaspora. Bien avant Fitzroy, Colin Palmer et George Shepperson, 1993, arguaient déjà que le silence autour d'une présence diasporique africaine issue d'une migration volontaire en Occident serait le résultat d'une attention excessivement braquée sur la déportation de sujets africains partant vers l'Europe et les Amériques, sans référence aucune à leur départ vers les contrées méditerranéennes et de l'océan Indien occasionné par la traite négrière arabe. Plusieurs critiques se sont aussi référés aux recherches de Colin Palmer en montrant que il y a eu 6 migrations majeures. 3 dans la préhistoire, datant du grand exode qui a commencé il y a environ 100,000 ans depuis le continent vers d'autres continents, et 3 dans les temps modernes, incluant celles ayant des liens avec l'Asie, l'esclavage vers l'Atlantique et les flux migratoires contemporains des Africains et des personnes d'origine africaine vers les différentes parties du globe. Isidore Okpuo, quant à lui, rassemble d'autres recherches toujours dans un cadre temporel. Dans son livre They Came Before Columbus, Ivan Van Sertina soutient l'idée de la présence des Noirs au Mexique avant l'ère chrétienne en se basant sur des sculptures aux traits négroïdes, taillées dans la pierre. Le professeur sénégalais Pathé Diagne abonde dans le même sens en émettant l'hypothèse d'une migration volontaire, à partir de la saga du roi Mandingue Bakari. On date à 1312 la présence aux Amériques des bateaux de ce dernier. Sans donner plus de précision, Vincent Bakpetou Thompson reprend la thèse d'Ivan Van Sertina dans The Making of the African Diaspora in the Americas 1441-1900. Cependant, bien que plusieurs recherches suggèrent que, bien avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, il existait une présence africaine non issue de l'esclavage, nul ne pourrait minimiser l'élément de compulsion et de traumatisme collectif qui a accompagné la constitution de la diaspora africaine transatlantique. C'est en tenant compte de ce facteur socio-historique que, de façon consensuelle, on s'accorde généralement sur l'époque de la déportation des Africains durant l'esclavage pour définir le concept de diaspora. Au sens large, la diaspora est à la fois un processus, une condition, un espace et un discours. Dans la perspective du lien entretenu entre la diaspora et le continent,
Joseph Harris donne une définition beaucoup plus détaillée. A triadic relationship linking a dispersed group of people to the homeland, Africa, and their host or adopted countries. Diaspora develop and reinforce image and ideas about themselves and their original homeland, as well as affect the economy, politics, and social dynamics of both the homeland and the host country or area. Diaspora are therefore significant factors in national and international relations. Ces définitions soulignent un nombre de points essentiels pour l'articulation de notre thèse, à savoir la délimitation du groupe social propre à notre étude, ses intérêts ontologiques nécessaires à l'examen de la subjectivité et son impact dans le monde pour clarifier notre hypothèse. À cela s'ajoute une controverse qu'il faut inclure pour justifier notre adoption conceptuelle de diaspora africaine, plutôt que diaspora noire. Pour certains, la nécessité s'impose de distinguer la diaspora africaine des populations d'ascendance africaine des Amériques, où l'on retrouve la plus grande concentration de ces communautés. Ces dernières ont un impact de par leur rôle social actif dans la société dans ce sens que les diasporas constituent des constellations d'actions politiques qui tendent à modifier les hiérarchies internes et externes des pays ainsi que leur historicité. D'autres préfèrent l'appellation de diaspora noire à diaspora africaine lorsqu'il s'agit de séparer les immigrants volontaires et les exilés des différentes communautés de descendants d'esclaves déportés d'Afrique, que Paul Gilroy a préféré nommer l'Atlantique noir, Black Atlantic. Toutefois, parmi ces descendants d'esclaves, nombreux sont ceux qui revendiquent leur appartenance à une diaspora africaine en soulignant leur provenance de l'Afrique et la possibilité d'un retour physique ou symbolique au lieu d'origine. Ils réfutent la dimension raciale en mettant l'accent sur l'irréfutabilité du lieu d'origine. Selon Michael J.C. Cherouo, a return is possible forever, whenever, if ever. It is this possibility, this undeniable right to wish a return, to reclaim connection to a lineage, however fractured, that makes one individual a part of a diffuse and disparate collection of persons we call the diaspora. Moreover, that retrospective capacity makes brothers and sisters of all who are authorized, or who claim the right to claim connection to the lineage. Such a capacity, above all else, permits us to be African. A situation in which a member of this Black Atlantic could not seriously entertain the capacity, the authority to claim to be African, does not leave him much room to maneuver in any kind of diaspora. Oyeka Nowumoyela souligne en ces termes l'importance du lien entre le continent africain et la diaspora. The intellectual bridge of transatlanticism with which they connected Africa and its diaspora, which was not because of racial ontology or myth of the search for origins, but rather because of political solidarity, intellectual affiliation, cultural retainment and historical appropriation. Ce lien est renforcé par l'importance attribuée à la terre ancestrale. On remarque que la valeur accordée à ce lien s'exprime matériellement, par des contributions financières, économiques et politiques des membres des communautés de la diaspora à leur pays d'origine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.